Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui je vous propose une nouvelle série où je vais répondre donc aux questions les plus importantes que vous m'avez posées. Donc des sujets quand même sérieux, on parle de monopole bancaire, on parle d'écologie, on va parler inflation-déflation, on va essayer de voir les questions sérieuses de cette industrie, aussi bien d'un point de vue éthique que technologique que philosophique, pour essayer d'avoir une réflexion complète sur les questions. Je préfère faire un format un petit peu plus long, je vous préviens, simplement parce que c'est des sujets importants. C'est des sujets que je ne peux pas aborder en 5 minutes ou 10 minutes. Des fois, il y a des mises en situation qui doivent être mises, des fois les questions sont quand même beaucoup plus poussées, il y a beaucoup à dire. J'espère que ce nouveau format va vous plaire. Vous le savez, la meilleure façon d'aider, c'est de partager et de liker, donc je vous remercie énormément. J'y vais tout de suite. Dans cette première chronique, je ne sais pas encore exactement le nom de la série, on va parler du blocage bancaire, du monopole bancaire en France, du fait que certaines personnes voient leur compte bancaire bloqué, moi y compris plusieurs fois, que certains transferts via des plateformes d'échange sont bloqués. On va voir également que c'est pas forcément toujours facile d'ouvrir des comptes bancaires quand on est une startup crypto en France. Pourquoi est-ce que c'est ça? C'est quoi nos solutions? Jusqu'où est le pouvoir des banques et des États par rapport à Bitcoin et aux autres crypto-monnaies? C'est quoi un petit peu nos solutions pour passer à côté tout en respectant la loi? Finalement, est-ce que la loi a un pouvoir par rapport au monde donc de cette nouvelle industrie? Qu'est-ce que c'est nos solutions concrètement? J'espère que ce format va vous plaire. Comme toujours, c'est toujours de l'impro que je fais parce que je pense que c'est beaucoup plus naturel quand je m'exprime par rapport à mes convictions et à mon expérience personnelle. J'espère qu'on est tout bon et que vous serez prêts à rester. Ça va être un format plus long, il n'y aura pas de montage simplement parce que les Q&A c'est court, c'est rapide, c'est concis. Le cours Teachable, il y a des montages, c'est un petit peu plus long pour moi à faire. Ça va plus être une discussion que j'aimerais avoir avec toute l'industrie francophone. Ce sera des vidéos qui vont être seulement en français pour vous, pour vraiment aller plus loin dans notre réflexion personnelle sur qu'est-ce que c'est Bitcoin. C'est parti. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Nous avons donc la question de Alexandro Galdiano qui nous dit « Merci pour ces conseils. En parlant de notre souveraineté vis-à-vis de notre argent, il y a un chapitre important qui mérite d'être abordé. Le pouvoir et le contrôle des banques sur ce que nous pouvons faire ou pas de nos sous quand il s'agit de la crypto. J'ai eu plusieurs expériences désagréables sur ce sujet. Blocage de transfert, refus de valider des opérations. J'aimerais bien pouvoir bénéficier de ton avis sur ce qui pourrait être la solution ultime. Apparemment, il y a des banques en ligne qui bloquent beaucoup moins que les institutionnelles et les solutions de paiement par carte pour pouvoir utiliser fonds en crypto. Bref, peut-être que tu as déjà couvert le sujet et que je suis passé à côté. Mais si tu as le courage de nous faire une vidéo dont seul toi tu as le secret, ce serait top. Encore merci et une longue vie à ta chaîne qui va connaître un super succès, j'en suis persuadé. Merci beaucoup à toi Alexandro et merci de me laisser l'occasion d'en parler parce que évidemment, comme tu le dis, c'est un sujet super important et oui, j'ai le courage de dire haut et fort ce qui se passe dans l'industrie, à savoir, nous vivons aujourd'hui dans un système monétaire qui est pro-banque. C'est pas un scandale de dire ça, on le sait tous. L'État est très copain avec les banques parce que finalement, ils s'auto-alimentent les uns aux autres. On a réussi à centraliser énormément le système bancaire et c'est un vrai outil utilisé donc par l'État pour un petit peu garder une emprise sur notre système. Donc on va expliquer pourquoi très rapidement. Et à travers cette réalité qui est un monopole bancaire aussi bien de l'impression monétaire des banques centrales mais également de qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec nos sous dans le système plus traditionnel des banques commerciales, ils sont négatifs face à Bitcoin. Et comme tu le dis, tu as eu des expériences négatives. Moi-même, personnellement, j'ai eu mes comptes bancaires bloqués dans 2 banques différentes. Donc mon entreprise a dû changer 3 fois de banque en moins d'1 an d'existence. Je ne suis pas le seul. J'ai cru comprendre qu'il y avait un mouvement francophone pour essayer de combattre ça avec des attaques en justice. Personnellement, je ne me suis pas renseigné plus sur ce sujet parce que j'étais pas vraiment dans le milieu francophone avant. Mais donc je n'ai pas participé. Mais voilà, sachez qu'on n'est pas tout seul, on est énormément. Et moi-même, dans mon combat qui était avant Découvre Bitcoin, où j'accompagnais des gens à rentrer dans l'industrie, j'ai eu énormément de clients qui ont vu leur compte bancaire ou empêchés de faire des transferts exactement comme toi, l'argent bloqué pendant très longtemps, devoir mettre des justificatifs. Récemment également, on est en train de voir que les plateformes d'échange doivent être de plus en plus draconiennes avec les régimes KYC, donc Know Your Customer, qui sont donc les lois créées par des régulateurs, l'AMF et autres, pour empêcher donc le soi-disant blanchiment d'argent, financement de terrorisme et évasion fiscale. Ces lois aujourd'hui sont très draconiennes, comme je le dis, parce qu'on va vous demander beaucoup d'informations, jusqu'à justifier 100% des origines des fonds,
plus que plus que simplement vos comptes bancaires. On va vous demander où vous vivez, on va vous demander vraiment 100% de d'où vous détenez cet argent et qu'est-ce que vous comptez en faire. Pour moi, à mes yeux, évidemment, c'est un problème, vous vous en doutez. On parle de Bitcoin dans cette chaîne, on parle de souveraineté individuelle. Et quand on parle de ça, on est à l'extrême opposé du système actuel qui prône à une centralisation plus constante de l'argent, une oppression plus constante de nos fonds et une meilleure surveillance de masse plus une meilleure manipulation. Vous devez comprendre en fait que le système bancaire actuel est simplement le cheminement logique de 100 ans d'évolution à travers des lobbies et des lois, des faillites et des bail-out qui ont centralisé de plus en plus le marché. À la base, une banque, à mes yeux, ce n'est pas néfaste en fait. La banque a énormément de fonctionnalités. Simplement, aujourd'hui, on a trop centralisé le business, on a trop tout mis au milieu des mêmes personnes et des mêmes institutions, donc à savoir quelques petites banques qui dirigent tout, alors qu'avant, il y en avait des milliers. Cette centralisation s'est fait naturellement avec le temps parce qu'il y avait des faillites et c'est les plus grosses banques qui ont mangé les plus petites. Et outre ça, au lieu de laisser mourir les grosses banques, on les a bail-out. Ça veut dire que l'État est intervenu grâce aux banques centrales qu'ils ont créées eux-mêmes pour pouvoir donner de l'argent aux banques qui étaient en faillite pour qu'ils continuent à survivre. Donc on n'est pas dans un système de marché libre, on n'est pas dans un système de compétition, on n'est pas dans un système capitaliste où finalement le meilleur gagne. On est dans un système où les perdants vont être bail-out par l'État et les banques centrales qui ont été créées grâce à des choix politiques qui permettent de maintenir cette alimentation constante du système. Du coup, là où il y a 1000 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, on avait des milliers de banques avec toutes des fonctions bien spécifiques et le meilleur gagné, c'est-à-dire une banque qui était spécialisée plus peut-être dans le courtage, une banque spécialisée plus dans des fonds long terme, une banque qui était vraiment que à vocation à garder votre argent en sécurité, une banque qui était plus dans autre chose, des assureurs qui n'étaient pas des banques, etc. On avait vraiment une séquestration des activités bancaires qui était propre à chaque établissement. Et tout le monde devait s'améliorer pour être compétitif. Et si vous faites faillite, vous faites faillite. Terminé. Vos clients, en effet, perdent de l'argent. C'est la loi du marché. Vous payez pour un service après tout. Donc, c'est normal que si cette société échoue, elle devrait faire faillite. Et on avait vraiment des sociétés qui étaient structurées par activité. À travers le temps, en fait, toutes ces activités se sont rassemblées autour des mêmes banques. Et au lieu de les laisser faire faillite quand leur incompétence les poussait à être trop en levier, on va dire, finalement, sur leur propre marché. Et donc, une crise arrivée, ils perdaient beaucoup d'actifs, ils auraient dû faire faillite. On ne les a pas laissés faire faillite. Si on augmente un petit peu la cadence de l'histoire, on se retrouve aujourd'hui avec une centralisation énorme des pouvoirs des banques, avec les banques qui sont maintenant too big to fail. Donc, à chaque fois que les banques doivent faire faillite, on ressort la bonne vieille excuse du « Ah bah non, si les banques tombent, le système tombe », vu qu'on a créé notre système au-dessus des banques. Et on se dit « Bah non, du coup, pour pas qu'elles tombent, on doit les sauver ». On doit imprimer de l'argent, on doit faire payer vous, le contribuable, on doit faire payer la masse pour soutenir cette mascarade et donc ce système qui est profitable aux élites. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé dans ce scénario? On est arrivé dans ce scénario parce qu'on n'a pas laissé en fait le marché faire son boulot. Le marché a une vocation à détruire les mauvais acteurs et laisser les gagnants. Et en détruisant les mauvais acteurs, on a une redistribution des capitaux, on a une redistribution des savoirs et on a une redistribution naturelle de la compétition. On a complètement cassé cet ordre naturel pour vraiment dire bah non, on est content avec ce qu'on a, on doit le maintenir parce que si on l'a pu, c'est foutu. Alors la solution par rapport à cette chose, il n'y en a pas 36 parce que finalement jamais l'État va accepter qu'une banque fasse faillite, jamais il va accepter que le système s'écroule. Ils vont le combattre, imprimer, bail-out, vous oppresser de plus en plus jusqu'au bout. C'est comme ça que marchent tous les empires et c'est très rare les gens qui acceptent de laisser tomber leur pouvoir. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt encore plus, des grands sages, des grands empereurs, des grands leaders, il n'y en a pas 36 dans l'histoire et ça demande énormément de courage et de conviction personnelle. Ce qu'aujourd'hui nos politiciens ou banquiers centraux n'ont pas parce que ce ne sont pas des leaders, ce sont des gens qui ont été mis ici pour maintenir un système en place. Il faut comprendre du coup que Bitcoin, à leurs yeux, arrive comme une énorme menace. C'est la plus grosse menace qu'ils pourraient avoir. Un système décentralisé où ils n'ont pas le contrôle et tout le monde peut librement décider de sortir pour aller vers cette alternative, c'est quelque chose qui fait très peur. Il faut les comprendre. Pourquoi est-ce que vous voudriez perdre le monopole que vous avez créé? Vous avez réussi à créer un monopole, ils ont réussi à créer un monopole, où finalement les compétiteurs sont non existants parce qu'il y a énormément de barrières à l'entrée, c'est extrêmement compliqué d'être compétitif à cette échelle-là et ils peuvent vous écraser comme ils veulent.
Et en même temps, ils n'ont pas trop d'intérêt à faire trop de changements parce que ils peuvent s'en mettre plein les poches. Donc, quand tu as Bitcoin qui arrive et qui dit non, nous on va faire des micro-paiements, on va être anonyme si on peut y arriver et surtout on va laisser tout le monde utiliser, vous n'aurez aucun frais pour maintenir vos comptes d'année en année, vous serez libre d'envoyer de l'argent partout dans le monde, on ne fait pas de discrimination, on ne vous demande pas de papier d'identité, on ne vous fait pas de KYC, vous pouvez tous vous implémenter dessus et mieux que ça, vous pouvez tous être en compétition avec Bitcoin ou alors créer des startups au-dessus. Alors que là aujourd'hui, tu ne vas pas créer une startup au-dessus d'une banque, c'est un petit peu compliqué. Tu vas la créer à côté et te faire racheter par cette banque pour que eux finalement continuent à garder leur avantage parce que finalement ils ont de l'argent facile. Les banques ont beaucoup d'argent, très peu d'innovation. Au lieu d'innover, ils achètent les startups gagnantes. C'est comme ça qu'ils arrivent à toujours s'implémenter dans Internet. Sauf que derrière, on a Bitcoin qui arrive. Et Bitcoin, il fait très très peur. Et c'est normal, parce que Bitcoin, non seulement il dit on arrête de mettre notre argent dans les banques, on devient souverain de notre argent, on arrête de passer par votre système pour faire des transferts, on arrête de vous donner le droit à l'impression monétaire, on n'utilise plus votre monnaie et on fait un petit peu ce qu'on a envie sans que vous puissiez l'autoriser. Et en plus de ça, comme du coup vous ne détenez pas mon argent, vous ne pouvez pas l'investir. Donc ça fait très très peur aux banques. Pour combattre ça, forcément, ils vont rajouter des lois, rajouter des régulations et essayer d'empêcher un maximum l'adoption de Bitcoin. Du moins jusqu'au jour où eux-mêmes se mettent à adopter Bitcoin. C'est toujours la question de t'interdire et une fois que tu es positionné, t'acceptes. Par exemple, un exemple tout con, un fonds d'investissement ne va jamais aller crier haut et fort qu'il achète. Il va d'abord acheter, une fois qu'il aura acheté, il vous le dira parce qu'il a plus un intérêt à faire ça, on va dire. Donc c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'ils nous empêchent d'utiliser Bitcoin, c'est pour ça qu'ils vont bloquer des virements, etc. Parce qu'ils ont peur d'un système qu'ils ne contrôlent pas. Et ils vont essayer de le contrôler. Alors c'est voué à l'échec d'essayer de contrôler Bitcoin, mais ça ils ne le savent pas encore. Mais c'est quand même voué à l'échec simplement parce que c'est un protocole open source décentralisé partout dans le monde. Donc pour réussir à contrôler Bitcoin, il faut réussir à contrôler toutes les nœuds ou une majorité des nœuds et faire accepter le consensus que vous essayez d'imposer au réseau. Ce qui est très compliqué parce que les bitcoiners, comme je l'expliquais assez souvent, sont des gens qui sont là fondamentalement contre ce qui a été mis en place. Donc ce petit cartel de banquiers finalement, qui est maintenant un groupe très restreint de personnes, qui essaient de garder leur emprise sur une masse, vont se retrouver avec un problème. Comment ils vont continuer à contrôler la masse et les empêcher de sortir? Ce qui est un petit peu l'objectif aujourd'hui des régulateurs. Et pour les empêcher de sortir, tu les stops au niveau bancaire. Ça veut dire que quand vous voulez acheter des bitcoins, vous, aujourd'hui, vous passez souvent par des plateformes. Donc vous allez passer par Bitstamp, Kraken, Gemini, StackingSat, peu importe. Ces plateformes sont KYC. Vous devez passer de votre compte bancaire, prendre votre argent, l'envoyer à une autre banque et cette banque va transformer vos bitcoins et après vous serez dans le système Bitcoin tracé. La solution ultime, c'est de ne plus passer par des échanges. Tout simplement. C'est même pas de passer par des échanges décentralisés qui ne demandent pas de KYC parce que même ça c'est compliqué. La solution ultime, c'est simplement un moment, quand on voudra avoir des bitcoins, on travaillera pour avoir des bitcoins. Et du coup, on va demander notre salaire, vendre nos marchandises en bitcoin. Ça prendra énormément de temps et ce sera pas facile à le mettre en place. Mais naturellement, de plus en fait le système bancaire va devenir corrompu, de plus il y aura d'impression de monétaire, de plus il y aura de censure, de plus des comptes bancaires vont être bloqués, de plus on va vous prendre directement l'argent sur vos comptes bancaires. Parce qu'il faut penser également qu'il y a quand même la loi Sapin 2. Une autre chose importante à savoir du coup, c'est qu'en fait dans le système bancaire actuel, vous n'avez pas d'argent. Vous avez prêté votre argent à la banque et la banque en fait ce qu'elle veut. Donc c'est pour ça qu'il y a du fractional reserve, donc c'est fractional banking. C'est pour ça qu'en fait quand vous déposez de l'argent, eux ils le démultiplient et le prêtent à tout le monde. Et derrière, finalement, il y a plus d'argent dans le système qu'il y a d'argent réel. Donc on a fait du levier de façon astronomique sur tout notre système monétaire qui permet cette croissance constante de surconsommation qu'on a voulu créer avec du mauvais investissement. Et le problème là-dessus, c'est qu'un jour, on va vous dire que vous n'avez plus le droit à votre argent. Un jour, on va vous dire, non, on va prendre la loi Sapin 2 et tous les comptes au-dessus de 100 000, votre argent est bloqué pour compenser l'État, pour payer une partie des vaccins, pour payer une partie des réformes, pour payer ce qu'on est en train de mettre en place. Ils vont vraiment, en fait, à un moment, vous limiter votre accès à vos comptes bancaires en disant, en soi, vous ne pouvez pas retirer tout votre argent si la banque refuse. Ils ne vont pas vous laisser retirer votre argent et ils ne vont pas vous laisser la dépenser comme vous voulez. Et ça va être fondamentalement opposé à Bitcoin.
Donc de plus notre système bancaire actuel va aller du côté, on va dire, du dark side of the force, vous voyez, hein, de plus il va aller vers du totalitarisme, de plus il va dire non, vous n'avez pas le droit de dépenser, vous devez être taxé directement à la source sur vos comptes, on vous prend une commission exceptionnelle en plus, de plus vous, le peuple, vous allez vous rendre compte qu'en plus d'avoir de l'inflation qui vous vole, en plus d'avoir des frais orbitants et en plus que l'État et les banques se prennent directement dans vos comptes, vous êtes de moins en moins capable de sortir du système vers l'alternative que vous voyez qui est du coup Bitcoin, qui au contraire vous permet de regagner cette souveraineté et cette liberté que je parle assez régulièrement. Du coup, ça va continuer. Et ça va continuer parce qu'il n'y a aucun intérêt pour une banque de refuser, ou du moins les banques centrales, jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes implémentés dans le système. Donc la grande question, en fait, la solution ultime à mes yeux n'existe pas et n'existera jamais, mais il y a différentes pistes. Alors, la première déjà, c'est de commencer à essayer d'avoir des cash flows en Bitcoin et de se mettre à essayer d'avoir des Bitcoins sans passer par des échanges. Donc au lieu de transformer vos euros en Bitcoin, vous allez essayer de transformer votre temps, votre énergie et votre savoir-faire en Bitcoin. Ça demande du temps, ça demande des efforts. Je vais essayer de faire un maximum pour faire un maximum de vidéos pour essayer d'expliquer à tout le monde comment on peut faire ça. Mais c'est la meilleure solution parce qu'on coupe l'accès aux banques. On arrête de passer par ces intermédiaires qui finalement sont néfastes pour cette industrie. La deuxième chose, tu me parles de néobanques. En effet, certaines banques, du coup, vont être plus prônes. Parce que comme on arrive quand même on est quand même toujours dans un système capitaliste, on est toujours dans un système de compétition, et bah, tu as des banques qui vont refuser parce qu'ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont, parce qu'ils ont des intérêts, ils sont trop grosses. Par contre, tu as des petites banques, des néobanques, des banques nouvelles qui, eux, au contraire, ont un intérêt à s'implémenter sur Bitcoin parce qu'ils n'ont pas peur d'aller combattre le statu quo. Ils n'ont pas peur de se rendre compte qu'aujourd'hui, une néobanque, une banque qui est plus intelligente que les autres, si elle se met à vendre du Bitcoin ou à alors développer vraiment cette activité, elle va gagner un avantage compétitif comparé à toutes les autres banques. Donc finalement, au bout d'un moment, dans un certain temps, je pense que d'ici 3-4 ans, peut-être 5 ans ou 10 ans, les banques vont enfin comprendre que en plus de simplement stocker des bitcoins dans leurs réserves, ils peuvent en plus l'utiliser eux-mêmes et bypass un petit peu tout le système qui est au-dessus d'eux. Ça va être super intéressant. Donc il faut vraiment l'imaginer comme de la game theory en mode qui va lâcher le système bancaire des banques centrales et des États en premier. Quelle banque aura le plus de couilles pour dire non, on arrête d'être adossé à l'État, on devient nous-mêmes souverains en tant que banque. Et cette banque, la première banque Bitcoin, ce que j'appelle en fait, va être la gagnante. Parce qu'elle va offrir un meilleur service Bitcoin, moins de frais, elle va comprendre l'utilité de redonner de la liberté fidèlement au peuple et au lieu d'essayer de tout faire et de tout contrôler, elle va se focaliser dans des petits segments de la banque, par exemple que du custodial, Knox par exemple, ça peut très bien être une banque Bitcoin. On va arrêter d'avoir l'ensemble mais se focaliser plus sur certains aspects de l'industrie. Donc par exemple demain, on va recréer des plus petites banques parce qu'il faudra bien qu'à un moment qu'on recrée des petites banques le jour où les grosses vont exploser. Hein. Pensez-le un peu comme dans la mer. Le jour où une baleine meurt, tous les poissons mangent. C'est un petit peu la même idée. Mais ça prend du temps à mourir une baleine parce que ça vit des centaines d'années. C'est exactement comme ça que ça va se passer. Et du coup, il y aura plein de petits poissons qui vont se nourrir. Et donc, tu auras des banques spécialisées en custodial, Knox, qui vont offrir un excellent service seulement de custodial, spécialisé là-dedans, où finalement les gens seront sereins d'aller déposer des bitcoins parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de magouille à l'infini et que leurs bitcoins ne sont pas finalement exploités pour faire plein de conneries. Pareil, tu auras des systèmes de prêt via Bitcoin. Il y a un excellent article qui est sorti récemment en se disant finalement demain, on va arrêter d'emprunter de l'argent pour acheter une maison, on va mettre en dépôt des Bitcoins pour emprunter une maison. Voilà, alors si vous m'avez suivi, c'est tout des nouvelles frames mentales qu'il faut repenser avec un système Bitcoin. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour les gens en place parce que leur vision de la réalité, leur vision de ce qu'est la réalité de leur monde est fondamentalement différent de Bitcoin et ils vont pas l'accepter. Donc attends-toi à ce qu'il y ait de plus en plus de blocages, attends-toi à ce qu'il y ait de plus en plus d'interdits, attends-toi à ce qu'il y ait de plus en plus de KYC parce que c'est la seule option qu'ils ont pour garder leur système et ça va accélérer, ça va accélérer. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que de plus eux ils accélèrent, de plus Bitcoin devient attirant. De plus vous mettez des contraintes et de plus vous imposez le peuple, de plus le peuple va partir. Et quand je dis peuple, ça peut être également des riches, ça peut être également des sociétés. Et ça, c'est complètement normal. C'est simplement l'offre et la demande. C'est la loi du marché. Et de plus on interdit la loi du marché, de plus on partira à l'étranger. De plus on partira dans des pays, des contrées où finalement c'est légal. Donc, on va revenir sur le blocage bancaire. J'ai donc eu mes comptes bancaires bloqués à deux banques, je peux dire parce que voilà, Crédit Mutuel et Société Générale.
Je suis sûr qu'il y en a un paquet d'autres et j'ai eu des virements bloqués dans à peu près toutes les autres banques du monde. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'à un moment, dans leur compte, il faut penser de leur façon. Il faut vraiment se mettre à leur place en fait. C'est pour ça que moi je les plains pas. J'ai changé de banque 3 fois en un an. Aujourd'hui, je paye des fortunes en frais bancaires un petit peu partout. Mais je leur en veux pas parce que je me mets à leur place et je comprends qu'ils ont peur. Je comprends que leur système modèle, leur business model est voué à disparaître. Et s'ils n'arrivent pas eux-mêmes à s'auto-dévorer une partie de leur business pour en créer un nouveau, un petit peu comme Apple a fait avec l'iPad et l'iPhone, voilà, ils ont rendu l'iPod obsolète parce que l'iPhone faisait la même chose en mieux. Bah, si une banque n'arrive pas à faire ça, elle mourra. Par contre, les peu de banques qui seront assez courageuses pour faire ça gagneront. Donc moi, je leur en veux pas quand ils me bloquent tous mes comptes. Je comprends juste qu'on est dans un combat, indirectement évidemment, mais sur deux objectifs différents. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Mais pourquoi ils ont bloqué? Bah, parce que eux, ils voient quoi? Ils voient de l'argent qui part vers une plateforme et qui ne revient jamais. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous sortez du système, c'est de l'argent qui ne rentre plus chez eux. Parce que vous n'allez sûrement pas vendre, enfin la majorité des gens ne vendent pas quand ils commencent à vraiment se mettre dans Bitcoin parce qu'ils comprennent qu'ils peuvent hodl, et après finalement on utilise nos Bitcoins pour les vendre, pour utiliser des Bitcoins, donc on s'envoie des Bitcoins entre nous. Donc on ne repart jamais chez eux. C'est un mauvais business pour eux. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de traçage. Et donc quand tu veux retourner dans leur système, quand tu veux remettre ton argent parce que tu as vendu, tu as fait une plus-value et que tu veux repartir dans le système normal, en plus, au lieu de t'accueillir à bras ouverts et te dire « Ah bah merci d'être revenu, c'est super, on va faire plus attention à toi, on va être plus sympa avec toi, on va essayer de te faire moins de frais parce qu'on comprend qu'on doit rester compétitif dans l'âge de demain qui est digital », non, ils te foutent des contraintes, ils te posent plein de questions, ils te dénoncent au fisc, même si toi, volontairement, tu as déjà tout donné les informations parce que tu essaies d'être honnête dans ta démarche, vu qu'on est majoritairement honnête dans l'humanité, etc. Donc il faut vraiment comprendre que le système bancaire, en fait, a simplement un point de vue différent et la solution, c'est de ne pas l'utiliser. Du coup, acheter, vendre en Bitcoin. Avec une solution comme BTP Server, on va voir des vidéos là-dessus, je vais vraiment travailler le sujet, comprendre comment gérer sa compte en Bitcoin, je vais travailler le sujet également, voilà, la fiscalité également, parce qu'il y a quand même des taxes, il y a quand même des choses, il y a quand même des lois et des régulations. Mais ça, c'est mon point de vue, donc si on devait vraiment questionner le système bancaire. Après, tu me parles, c'est quoi leur pouvoir? Jusqu'à où est la limite qu'ils ont? La limite, elle se termine au niveau des banques. Parce que à partir du moment où tu passes dans le milieu de la crypto, une transaction ne peut pas être censurée. Une node, ça c'est une node par exemple, il y a Umbrel qui devrait sortir également ou qui est peut-être déjà sorti. Voilà, une node s'en fout de ce que vous pensez politiquement. C'est-à-dire que l'État, les banques, tout le monde, les régulateurs, vont essayer de vous dire qu'il y a des bitcoins blancs et des bitcoins noirs. Les bitcoins sont différents. Est-ce qu'ils le sont vraiment? Moi, je prends un nœud, je mets un nœud devant moi, je fais passer 1 milliard de bitcoins, bon, il n'y en a pas 1 milliard, mais je fais passer 1 milliard de satoshi, et bah, à chaque fois qu'ils vont passer, si jamais c'est des bitcoins, si jamais c'est des satoshi, ils passeront de l'autre côté de la transaction. Est-ce que ça a changé quelque chose qui soit noir ou blanc? Absolument pas. Parce que dans le système Bitcoin, qui est donc incompris et non voulu par les banques et les institutions, finalement, ils ne peuvent pas censurer une transaction. Un juge ne peut pas aller voir quelqu'un en disant « cette transaction n'a pas le droit d'être faite ». Personne ne peut faire ça. Alors, ils vont essayer à leur échelle, mais c'est voué à l'échec. Parce qu'un nœud n'est pas politique. Un nœud est apolitique. Un nœud va simplement regarder si la transaction est valide et la valider. Il va regarder si c'est bien un Bitcoin et la valider. Et ça, fondamentalement, c'est différent du système bancaire où ils doivent vérifier. Donc, quand vous faites une transaction avec le système bancaire, il est flashé. Et c'est pour ça que, comme toi, moi, de nombreux clients, on a vu des transactions se faire flasher, rejeter. On a peut-être dû aller signer des clauses de non-responsabilité de la banque. Simplement parce que dans leur grand système bancaire, une transaction qui a l'air dangereuse doit être flaguée, rapportée aux autorités qui le sont, etc. Donc j'ai fait les concours AMF, parce que je suis quand même dans l'industrie, entre guillemets. Mais voilà, donc l'idée c'est ça, on doit flasher les transactions. Sauf que, avec Bitcoin, comment ils vont réussir à faire ça? Ils ne peuvent pas. Et du coup, on arrive sur un combat éthique qui va être, eux, ils veulent garder leur aspect légal de surveillance parce qu'ils ont déjà les lois en place, et Bitcoin s'en fout complètement. Donc la limite des pouvoirs s'arrête là où est-ce que tu peux imposer quelqu'un physiquement à faire quelque chose.
Sauf que dans le monde de Bitcoin, on peut être anonyme. Dans le monde d'Internet, on peut être anonyme. Alors je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il n'empêche qu'une transaction ne peut pas être censurée. Donc la limite, elle s'arrête au système bancaire, aux échanges qui t'empêchent de repartir en fiat ou de partir en Bitcoin. Et puis après, elle s'arrête sur toi personnellement, si jamais ils arrivent à tout tracer, t'interdire ou pas de faire des activités parce que finalement elles sont illégales. Évidemment, si vous êtes des criminels et que vous êtes pris la main dans le sac, vous irez en prison, Bitcoin ou pas Bitcoin. Ça ne changera pas dans le système. C'est simplement leur pouvoir étatique sur cette imposition sur la monnaie va être de plus en plus compliqué. Et on n'a même pas encore parlé du fait que ce n'est pas que la France, c'est mondial. Ça veut dire que si en 2 minutes vous voulez quitter le pays, vous n'avez que à vous rappeler de 24 mots et vous vous barrez avec la thune. Comparé au système bancaire, où si vous voulez quitter le pays avec tout votre argent, vous ne pouvez pas. Et ouais, parce que vous allez quitter le pays, très bien, votre argent va être bloqué parce qu'il y aura un juge qui va dire on bloque l'argent et terminé, bonsoir. Alors qu'est-ce que c'est leur solution? Leur solution elle va être évidente, ils vont essayer d'imposer tous les comptes, nous empêcher d'être souverains, nous empêcher d'avoir les 24 mots, nous empêcher d'avoir des portefeuilles. Mais on en revient à la grande question, qu'est-ce que c'est un portefeuille? Un portefeuille, c'est une illusion. Un portefeuille, c'est un bout de cuir où tu mets des pièces dedans. Donc, dans le monde digital, un portefeuille, ça peut être tout et rien. Et à partir du moment où tu es foutu d'avoir Internet et de te souvenir de 24 mots, tu as un portefeuille. Donc, tu ne peux pas arrêter les portefeuilles. Et si tu ne peux pas arrêter les portefeuilles et que tu ne peux pas arrêter des nœuds, tu ne peux pas arrêter Bitcoin. Et fondamentalement, ça, les États ne vont pas le tolérer. Alors, ils vont essayer. Ils vont essayer, et de plus ils vont essayer, de plus ils partiront du côté obscur, et de plus ils vont essayer d'imposer, jusqu'à un soulèvement du peuple, parce que comme Lao Tzu le dit très bien, c'est en imposant trop au peuple que le peuple se soulève. Et c'est malheureusement ce qui va se passer. Ça prendra sûrement des dizaines, des vingtaines d'années. Je vous invite à regarder ma vidéo chez Journal du Coin sur la réforme Bitcoin. Mais finalement, ça va être ça, notre solution ultime. La solution ultime va être de sortir du système, ne plus retourner sur le système et continuer à avoir notre autoroute Bitcoin. Une deuxième vidéo que je vous invite à regarder, c'est sur l'industrie Bitcoin 2.2 qui pareil devrait sortir bientôt ou est déjà sorti, qui finalement vous explique ça à la fin de la vidéo. Tu ne peux pas arrêter Bitcoin, tout le monde va être dessus, tu peux simplement t'implémenter dessus ou le rejeter. Et ça, c'est un choix que chaque banque, chaque État va devoir faire. Les banques les plus crypto-friendly gagneront, les banques qui s'obstineront à refuser, les États qui s'obstineront à refuser, perdront le plus. Donc malheureusement, c'est une réalité aujourd'hui qu'il y a un blocage bancaire. Il est complètement naturel à mes yeux et c'est simplement ce qu'on doit s'attendre. Et il faut être fou pour penser qu'ils ne vont pas empirer la situation. Il faut être complètement fou pour penser qu'ils vont nous laisser faire ce qu'on est en train de prôner. On est en train de changer le système fondamentalement. On est sur un système où un élite banquier, banque centrale, institution bancaire, dirige le monde contre une masse populaire qui est soumise parce que votre argent est littéralement pris en otage par ces gens, à un système où le peuple détient son argent et du coup l'élite doit gentiment demander d'avoir l'autorisation. C'est deux modes de pensée complètement différents où l'un est beaucoup plus égalitaire. On est tous égaux avec Bitcoin. Que tu sois le président ou que tu sois quelqu'un d'autre, on a tous les mêmes droits avec Bitcoin. Tandis que dans le système bancaire, c'est absolument pas ça. Et ça, fondamentalement, ils ne vont pas tolérer qu'on le change. C'est un changement de structure sociale qu'on est en train de vivre. Ça va prendre beaucoup d'années, ça va être différent dans différents pays, ça va s'accélérer ou pas, des dictateurs vont être mis en place, des dictateurs vont sauter, il y aura des mouvements plus libertariens, tu auras des mouvements qui vont l'accepter, on va avoir un petit peu finalement ce que moi je pense être le futur, ça va être la destruction des nations-États. On va arrêter d'avoir des big governments parce que finalement Bitcoin vient détruire leur monopole bancaire, leur monopole de l'impression monétaire. Nous allons séparer fondamentalement l'État et l'argent, tout comme on a séparé l'État et la religion. C'est pas partout dans le monde en même temps, tout le monde ne le tolérera pas, des gens vont l'interdire, des gens seront mis en prison, des gens vont finir ruinés par rapport à ça, tout le monde va devoir prendre des risques ou se mouiller. Vous pouvez très bien refuser de prendre part à cette révolution passive ou pas. Mais le fait est que Bitcoin est une réforme et une révolution pacifique mondiale déjà en place. Et à un moment, vous devez juste accepter que c'est l'évolution naturelle de la monnaie et des protocoles informatiques et de ce qui est voué à être Internet ou le rejeter. Mais peu importe ce que vous décidez de faire, Bitcoin sera toujours là demain. Et Bitcoin va continuer à grossir, à grossir, à grossir.
Donc ma solution ultime, elle est peut-être pas parfaite, mais je suis souverain de mon argent, je détiens mes clés privées, j'ai créé un système assez résilient pour essayer d'empêcher. Je suis prêt à me déplacer si jamais je vois que dans mon pays, dans notre nation, dans le pays où je vis, l'État part du mauvais côté et commence à être beaucoup trop présent dans tout. J'ai également créé une sorte de cash flow grâce à Bitcoin pour arrêter d'utiliser un maximum les plateformes. Aujourd'hui, j'essaie d'utiliser un minimum de plateformes parce que je suis conscient que la plateforme n'est pas la solution. Penser Bitcoin d'un point de vue spéculatif n'est pas la solution si on veut faire ce que j'ai parlé juste avant, à savoir un changement structurel complet de notre société pour amener plus de liberté, plus d'égalité partout. Arrêter que les riches s'enrichissent au détriment des pauvres qui s'appauvrissent. Pour réussir à changer ça, il faut fondamentalement changer la pyramide de distribution monétaire. Et si on veut transformer cette pyramide de distribution monétaire, nous devons arrêter d'avoir une impression monétaire venant du haut vers le bas, mais avoir une distribution monétaire venant du bas allant vers le haut. Et ça, je pense que c'est possible avec Bitcoin. Je vais relire ta question, histoire d'être sûr que je n'ai pas oublié un point important. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours du freestyle avec moi. Alors, pareil, institution, il faut quand même faire une différenciation entre les fonds d'investissement et les institutions bancaires pures et dures. Un fonds d'investissement va accepter Bitcoin beaucoup plus rapidement parce qu'il va comprendre qu'en tant que monnaie réserve de valeur, il a un intérêt à prendre toute sa compta en Bitcoin, l'intégrer dans ses comptes, l'intégrer dans son portefeuille financier. Et finalement, eux, c'est simplement des hedge funds, c'est des fonds d'investissement en soi. Eux, ils ne sont pas dans la même catégorie que les banques. Eux, ils prennent de l'argent de gens riches ou d'un peu tout le monde en soi et ils le placent pour essayer de faire de l'investissement. Ça ne va pas disparaître avec Bitcoin, ça existera toujours. C'est simplement la façon dont ils vont le faire qui va devoir changer. Je parle vraiment plus des banques commerciales qui créent de la monnaie en créant des prêts, etc. et les banques centrales qui sont vraiment finalement les grands adversaires de Bitcoin. Et je n'ai pas parlé des CBDC parce qu'en fait, ils vont les créer. Et donc pareil, quand je parle des banques qui vont accepter Bitcoin, toutes les banques vont accepter Bitcoin un jour. Et là, il y a un vrai problème de centralisation qu'on abordera du coup dans un autre sujet dans ce même style de vidéo, qui est finalement, à partir du moment où les banques auront compris dans 3, 5 ans, 10 ans que Bitcoin est inévitable, ils vont se mettre à vous vendre des Bitcoins et les garder pour vous. À mes yeux, ça c'est le plus gros risque qu'on ait pour l'échec de Bitcoin. Et ils vont faire ça, donc c'est-à-dire que vous aurez du paper Bitcoin, vous aurez un contrat Bitcoin et le système restera le même. On n'aura pas cette destruction que je parle structurelle, on va simplement avoir des banques qui font la même chose sur Bitcoin. Et là, on va arriver à un moment dans 20, 30 ans, 50 ans, à un autre problème beaucoup plus grave qui va être les banques auront continué leur mascarade d'impression monétaire via Bitcoin, ils vont continuer à vous vendre des Bitcoins qu'ils n'ont pas, littéralement, c'est-à-dire qu'ils vont dire dans nos comptes on a 1 million de Bitcoin, très bien, on a vendu 4 millions de Bitcoin à nos clients. Ok, ça veut dire que le jour où cette banque fait faillite, il n'y a personne pour la bail-out dans le système Bitcoin, vu que les banques centrales auront perdu leur pouvoir d'impression, tu vas avoir 3 millions de clients qui vont demander où sont leurs Bitcoins, par exemple. C'est des exemples, c'est pour vous teaser un petit peu le sujet de la centralisation et des faux Bitcoins qu'il faut aborder. Parce qu'à partir du moment où trop de Bitcoins sont centralisés, les banques vont vous vendre des faux Bitcoins. Et c'est là où avoir un nœud permettra d'être souverain. Et on va vraiment se retrouver avec une différenciation sociale et culturelle des gens. Ceux qui ont pris leur liberté, qui font tourner un nœud, qui ont leur portefeuille, qui ont des vrais Bitcoins. Et ceux qui sont encore attachés comme des pantins finalement au système qu'on leur a aveuglement donné parce qu'ils ne voulaient pas s'intéresser à la clé privée, ils ne voulaient pas s'intéresser à Bitcoin. Ils ont finalement des Bitcoins passifs, ils ont un peu de Bitcoin parce que leur banque leur a dit qu'ils avaient des Bitcoins. La réalité est qu'ils n'en ont pas. Ils sont passés par PayPal pour acheter des Bitcoins, ils n'ont pas de Bitcoin. Ils ont simplement une illusion d'en avoir, mais le jour où ils ont envie de retirer leur argent, ils ne pourront pas. Encore une fois, ils sont dans le système qui est de plus en plus autoritaire. Et le jour où il se rendra compte que cette entité a fait faillite parce que dans le monde de Bitcoin, le bail-out n'est plus trop possible, les gars, ça veut dire qu'il y aura des faillites à gogo. Et oui, on va avoir des vraies crises économiques, on va avoir des vrais cycles avec une vraie recherche de l'offre et la demande qui est meilleure et plus saine pour tout le monde. Mais ça va venir à des coûts. Et à un moment, il faudra juste réaliser que le petit bonheur qu'on met dans les yeux de tout le monde en disant que le chômage ne doit pas exister, c'est pas une réalité économique possible à mes yeux. Bref. Voilà, du coup, à un moment, les banques vont se mettre à vendre des bitcoins. Et ça va être un désastre pour tous ceux qui n'ont pas compris fondamentalement ce qu'était Bitcoin en fait. Mais c'est juste une réalité parce que on ne va pas réussir à convaincre 100% des gens, même pas les convaincre, on ne va pas réussir à éduquer tout le monde.
les traces racontent et un jour l'État va empêcher qu'on leur explique c'est quoi des clés privées. C'est purement en fait un combat qui va durer très longtemps sur notre liberté individuelle. Hein. Et c'est un combat qu'on va devoir aller en cours, on va devoir avoir des prud'hommes, on va devoir avoir vraiment des questions éthiques et philosophiques à se dire à ce que vous avez le droit d'avoir un portefeuille dans votre poche. Des gens vont argumenter que non. J'argumenterai toujours que oui. Et c'est important qu'on ait ce débat, mais je vous le dis pour que vous commenciez à penser. Donc les CBDC, oui, excusez-moi, je me suis emporté. Les CBDC, du coup, ça va être les crypto-monnaies des banques centrales. Et évidemment, en fait, les banques vont devoir s'implémenter sur Lightning et tout le bazar parce qu'ils vont indirectement aussi vendre leur propre crypto. Ils vont vendre la crypto imposée par le e-euro, le e-dollar. Donc on va vraiment avoir un parallèle où toutes les crypto-monnaies vont combattre, plus ou moins libres, plus ou moins tracées, plus ou moins acceptées. Et finalement, ils se seront implémentés sur la blockchain, sur leur système. Simplement, si ce n'est pas le système de Bitcoin, ils ont beau l'implémenter, dans 5 ans, ce sera obsolète parce que Bitcoin avance beaucoup plus vite via sa nature d'open source. Donc ils vont devoir toujours se réinventer, toujours se réinventer, toujours se réinventer. Et ils n'arriveront pas parce que ça reste des êtres humains comparés à la civilisation. La civilisation avance plus vite qu'une entreprise. Voilà. Tac, excusez-moi, qu'est-ce qu'on attaque voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a. Merci beaucoup à toi pour tes messages, hein, c'est très touchant, je ne l'ai pas parlé au début, mais évidemment, merci de penser que ma chaîne aura un succès. Évidemment, je l'espère, non pas pour moi, mais pour vous en soi, hein, parce que vu ce que je viens de dire, il y a intérêt qu'on soit beaucoup à se battre le jour où on nous interdit tout ce que je viens de dire. T'as eu des trucs désagréables, moi aussi, et on n'est pas les seuls. Voilà, ma solution, c'est d'être souverain, de ne pas lâcher prise, de se battre. Alors, par rapport au virement, si, il y a un petit truc que je fais moi maintenant pour empêcher ce genre de désagrément avec mes clients. Je le dis dans Bitstamp, le tutoriel. J'envoie un message au banquier, en fait, tout simplement. À un moment, c'est une révolution passive, Bitcoin. Hein. On ne fait de mal à personne. On ne fait de mal à personne à vouloir utiliser une alternative. On est complètement libre, théoriquement. Sauf si on arrive dans un côté où on n'est plus libre. Mais si on est libre, on est libre. Donc, on peut utiliser Bitcoin, c'est légal, c'est toléré, on ne fait rien de mal, on n'est pas des criminels, on veut simplement sortir d'un système qui est devenu criminel. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'envoie un message à mon banquier. Et ouais, avec tout le culot que j'écris un petit mot au banquier et je lui dis « Bonjour, j'ai fait un virement vers Bitstamp pour acheter des Bitcoins. Merci de s'assurer que le virement est bien accepté. » Ouais, voilà, ça c'est du culot les gars, hein, mais à un moment, on ne peut pas se cacher vu que c'est tracé, on le sait, on tolère leurs règles, on tolère ce qu'ils nous imposent, on le fait dans En fait, dans ma chaîne, vous avez souvent de la vie privée qui arrive. Et je vous parle souvent que voilà, Bitcoin c'est utilisé pour le bien et pour le mal, évidemment. Mais finalement, 99% des gens, c'est pour le bien. Donc quand on n'a rien à cacher, si vous passez par un système qui est KYC, moi, j'envoie littéralement un message à mon banquier en disant dans tous les cas, il va voir la transaction, dans tous les cas, il va la tracer, dans tous les cas, il va flasher mon compte auprès de toutes les autorités du fisc et de l'AMF, dans tous les cas, ils vont essayer de faire du chain analyse sur ce coin, je lui envoie un petit message pour lui demander de s'assurer que la transaction passe. Et à chaque fois, ça marche. Par contre, quand tu ne demandes pas, des fois il la bloque, après il faut confirmer, c'est un peu galère. Donc c'est une solution à la con, hein. Mais moi, franchement, juste j'envoie un message à mon banquier en disant s'il vous plaît, assurez-vous que j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent. Parce qu'un jour, ils ne nous autoriseront plus à le faire. Hein. Donc, il faut peut-être en profiter pendant que tu as encore le droit. Alors, et on n'a pas parlé évidemment de tout ce qui était vie privée, traçage et comment l'État va essayer d'imposer donc plus know your address. Donc, aujourd'hui, ils essaient de savoir nos adresses, ou du moins nos wallets, ou qui on est, ou qu'est-ce qu'on a comme coin. Ils nous demandent aussi de dire quel compte on a. On va vraiment aller sur un système où les banques vont nous demander tous nos outils EXO. Hein. Ils vont nous demander nos XPub, ils vont nous demander vraiment jusqu'à l'extrême de la surveillance de masse, qui est encore une fois inévitable. Et du coup, il faut simplement savoir que ça va être là. Ça sert à rien de se mentir en pensant qu'ils vont pas aller jusqu'aux extrêmes de l'extrême. Hein. Ils vont aller à l'extrême, les gars, parce que c'est leur seule option pour continuer à maintenir l'illusion qu'ils se sont créés de leur puissance. Il y a, je ne sais plus le texte, je suis super nul en texte, mais c'est un texte philosophique très bien écrit par un petit jeune qui est mort trop tôt, alors je vais essayer de vous trouver le nom et je vous le mettrai, qui dit finalement « nous avons créé nous-mêmes nos tyrans ». Et c'est vrai,
Ces gens sont en place parce qu'on le tolère, c'est parce que le peuple accepte que ces gens nous dominent. Et le jour où le peuple acceptera plus, peu importe les lois qu'ils nous mettent, ils perdront ils seront plus relevants, les gars. Et ça va juste être nous, entre toi et moi, on utilisera Bitcoin. Je paierai ma boulangère en Bitcoin, je paierai mes enfants en Bitcoin, je donnerai des Bitcoins quand je rembourse la bière d'un pote, etc. Tout va passer via des Satoshi parce que c'est ce que j'ai décidé. Alors je dis pas que vous le ferez, c'est juste que dans le monde de demain, j'utiliserai Bitcoin. J'ai décidé d'être souverain, je le ferai. Peu importe ce qu'on m'oppose. Et si jamais on me dit bah non, tu vas en prison ou tu utilises notre crypto-monnaie, bah voilà, là c'est quand on aura atteint la fin. On aura atteint la fin de leur autodestruction à créer le régime totalitaire qu'ils veulent. Et naturellement, à ce moment-là, je pense que la société, malgré tous les désastres que ce sera, malgré les années de pertes économiques, de liberté, de bonheur humain que ça engendrera, on aura une révolte et ils perdront. Et Bitcoin sera accepté par sa juste valeur. Donc voilà, pour moi, c'est purement ça. Je me suis peut-être beaucoup trop emballé. C'est un petit peu le principe de cette nouvelle série. J'espère qu'elle vous plaît. Voilà. Alors évidemment, elle est beaucoup plus politique que les autres, hein, vous vous en doutez. Parce que à un moment, je n'ai pas de script, je dis ce que je pense et je le dis haut et fort parce que c'est important que tout le monde ait tous les points de vue. Et je pense pas que j'ai beaucoup de fois entendu ce point de vue à la télé, dans les médias ou sur toutes les chaînes de trading. Donc si je suis le premier Français à vous dire ça, bah, je suis content de le faire. Alors, allez, on termine. Je suis d'accord avec toi, c'est un sujet super important, le pouvoir et le contrôle des banques. Bah voilà, ils vont vraiment essayer de tout tracer. Et au bout d'un moment, bah, prenez trop de liberté au peuple et le peuple se révolte. Hein. C'est purement de l'analyse historique d'empire. Lisez Le Prince de Machiavel, lisez Léo Tzu, La voie de la bonté du pouvoir, du taoïsme. Lisez Confucius, c'est pas mal également. Vous pouvez lire. Il y a pas mal. J'allais dire Le Roi Lion. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire, je pense, j'espère. Lisez. Qu'est-ce que vous pouvez lire d'autre? Alors, dans les livres là que je peux vous proposer, qu'il y en a plutôt des cools. Bon, Big Debt Cycle, c'est super important si vous êtes vraiment dans la finance. Ça va vous expliquer pourquoi cette accélération de la nécessité d'impression monétaire existe et pourquoi l'explosion de la bulle de la dette, euro, Fed, peu importe, va finalement continuer à accélérer jusqu'à vraiment la destruction monétaire pure et dure et remplacer cette monnaie avec les CBDC. Parce que je pense fondamentalement, moi, qu'ils vont imposer les CBDC le jour où ils auront détruit l'euro. Hein. Et ça va être horrible. Mais c'est juste la réalité à mes yeux. Big Debt Crisis, super bien, pareil, un petit peu plus sur la dette et sur comment est-ce qu'on en est arrivé là où est-ce qu'on en est. Je vous invite également à lire... où est-ce qu'il est? Je cherche un... Voilà, Lord of Finance, sur l'origine des banques centrales et donc comment ils ont été créés, pourquoi, jusqu'où a été leur pouvoir, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus au début du siècle, hein. Enfin du siècle passé d'ailleurs. Et c'est intéressant parce que finalement, spoiler, à la fin, eux-mêmes, ils disent qu'ils n'ont servi à rien. C'est-à-dire que ces propres banquiers centraux se rendent compte qu'ils sont impuissants face à la masse. Et il y a un autre livre que j'ai pas ici, mais c'est Le pouvoir de la masse ou un truc comme ça, qui explique vraiment finalement que, comme j'ai essayé de le dire, avec le peuple décide, la masse décide. C'est la masse qui fait tout. Et tout le monde va vous le dire, tous les traders, tous les banquiers, tous les investisseurs qu'on peut étudier, ils sont tous d'accord là-dessus. Un moment, c'est juste le marché qui décide. Le marché est au-dessus de tout le monde. Le marché est au-dessus des États. Et peu importe ce que vont dire les régulateurs, peu importe ce que vont dire les banquiers centraux, le marché décidera. Et si le marché décide que c'est Bitcoin, il y a des gens qui vont juste continuer à être obstinés et à perdre. Et malheureusement, comme ces banquiers centraux ne sont pas des traders, ce ne sont pas des investisseurs, ce ne sont pas des managers de risque, ils n'ont aucune notion de ce qu'ils font. Et en plus de ça, comme ce n'est pas leur argent, ils n'ont même pas le skin in the game. Ça veut dire qu'ils manipulent la masse monétaire d'une nation, ils manipulent tout ce qui se passe dans notre système sans avoir les conséquences de leur acte. Parce que ce n'est pas leur argent, c'est la vôtre. Ils s'en foutent, eux. Ils sont déjà payés. Eux, ils sont payés, ils se sont enrichis, ils ont leur maison, ils ont leur illusion de confort qui a été donnée. Ils s'en foutent, ils n'ont aucune conséquence derrière. Est-ce que vous croyez qu'ils vont aller en prison? Est-ce que vous croyez que quand ils impriment 14 trilliards, ils vont aller en prison alors que c'est vous qui payez la note? Est-ce que quand on bail out des banques pour leur incompétence, des banquiers vont en prison? Non.
Par contre, vous payez. Et ça, fondamentalement, Bitcoin peut détruire cette injustice. Voilà, bon, je vais arrêter ici, parce que là, je m'emballe un petit peu trop. Mais dites-moi si ça vous plaît comme format de vidéo. Dans tous les cas, je compte continuer sur minimum l'écologie qui est important, la centralisation des bitcoins qui est important. Il y a quoi d'autre Bon, il y en a 2-3 que j'avais dit au début qui sont importants. Je pense qu'il y a au moins 5 épisodes dans ce format où je me lâche parce que j'ai besoin d'en parler. Voilà, je suis désolé, je suis peut-être anxiogène, je suis peut-être hyperactif. À un moment, j'ai besoin d'exprimer ce que je pense. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont envie d'écouter ça. Parce que c'est une réalité et c'est important qu'à un moment, on se réveille. Et le peuple va se réveiller. Et de plus on nous oppresse, de plus des personnes se réveillent. Et de plus on nous réveille, de plus on réveille son voisin. Et de plus on réveille son voisin. Et à un moment, on quittera tous ce navire. Et l'illusion du dictateur qu'on a créé s'écroulera. Je suis Roxy. Mettez-moi un like, un commentaire. Je suis prêt à débattre, mais après, il me faut quand même du temps pour tous vous répondre parce que j'ai de plus en plus de messages quand même. Mais voilà, allez, je vous dis au revoir. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. Merci à toi, Alexandre, de mémoire. Ouais, ah non, Alessandro Gaglignano. Pour ta question, excellente question, très passionnante comme sujet, comme vous pouvez le voir. J'espère que j'ai pas dit trop de merde. C'est un plaisir que je fais ça pour vous. On se retrouve très bientôt. Bisous à vous tous. Faites attention. À la semaine prochaine. Salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?